Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Et ça y est ? Oui, ça y est. Et on est de retour. Et on est de retour en compagnie de Gaëlle qui nous a rejoint. Bonsoir Gaëlle, comment vas-tu ? Coucou, ça va. Ça va. Un peu stressé comme d'habitude. Normal. Bon, sinon on s'inquiéterait. Si t'es pas stressé, tu fais pas une bonne interview. Regarde, tu veux que je mette un nœud papillon ? Tu veux que je mette un nœud papillon ou pas ? Ah va. Ça va mieux comme ça ? Ce soir, quel est ton invité, Gaëlle ? Présente-nous ton invité. Alors, ce soir, donc l'invité, hop, tac, j'ai enregistré pour Instagram, c'est Alex Livingston, qui est donc un joueur d'origine canadienne, de l'Écosse, et qui a été connu, il est pas mal connu pour avoir fini 3e du Main Évent, le dernier Main Évent live, donc en 2019. Pour 4 millions de dollars. Et en 2015, il avait fini 13e du Main Event des WSOP aussi. Donc, un habitué du deep run des WSOP. Et donc, voilà, c'est notre invité ce soir. So, I was talking to you briefly like about you in French. I don't know if you understand French. I can sort of, I can understand some of it, but it'll definitely be good to get everything translated. Okay. Yeah, because I wasn't sure if you talked a little bit of French or not. Yeah, a little bit. Yeah, like I heard you saying that I live in Nova Scotia and I came 3rd in the main in 2019 and 13th. Yeah, so Exactly. But like if the questions get more complicated or something, then I might miss some words. But no problem. We're gonna do it in English anyway, and I'm gonna just briefly translate your answers into French for our audience. So to talk about you a little bit, so you play poker now for around like a decade, and your poker journey is I've read a lot of fun and crazy stories about you. There is a lot of things to say. So you became like really under the spotlight in 2019 when you finished 3rd for the main event for 4 millions. So the last live main event. That was a nice event. So what did that experience and all that having all the spotlight and the experience and the like rush of the main event and also the amount of money change for you? Yeah, well, it was definitely helpful to have already had one deep run in 2013. Definitely got me familiar with TV, the spotlight, just the pressure of the moment, I think. And so doing it again, it honestly felt, while it was happening, it was, while I was at the table, I didn't really feel any nerves or anxiety. Definitely between the days, you would feel some of that. But I really just enjoyed it, and it was a lot of fun. Definitely the money changed things for me. Made, kind of opens up some doors, makes life a little easier. But I think for a little bit right after the event, it kind of killed my drive to play poker because I felt like I'd already done this. But then I was finding myself really bored and kind of unfulfilled. And then I'd say over the last 6 to 8 months, I've kind of been as into poker as I've ever been almost. So that's been nice. Mm-hmm. But it definitely made things easier. Non, parce que je lui demandais si toute cette expérience-là de faire un aussi gros deep run dans le main event avec les médias, tout ça, et aussi le gros montant d'argent qu'il a gagné, qu'est-ce que ça avait changé pour lui. Il a dit le fait qu'il avait déjà deep run en 2015, ça avait déjà beaucoup aidé à gérer la pression, parce que c'est vrai que ça peut être très impressionnant parce qu'on est tout le temps entouré de journalistes, de médias, il y a les caméras, donc c'est assez... ça peut être assez pesant, mais donc du coup ça l'avait beaucoup aidé pour faire un petit peu abstraction de tout ça et à être bien concentré. Il dit je ressentais la pression pas quand j'étais en train de jouer, mais plus le soir en fait, entre les périodes de jeu, c'est là où je ressentais plus la pression. Il a dit bien sûr après c'était génial, voilà, finir 3e, bien sûr que gagner autant d'argent ça m'a beaucoup aidé pour plein de choses, voilà, ça m'aide évidemment dans la vie de tous les jours. Il a dit mais qu'après il avait ressenti une espèce un petit peu d'ennui à jouer au poker. Il savait pas trop quel était son objectif à présent qu'il avait réalisé ça, et que c'est vraiment que les 6-8 derniers mois où il s'est remis vraiment à avoir du plaisir à jouer et qu'il s'est remis à fond dans le jeu. Mais sinon il a une période un petit peu à plat après ça, quoi. C'était un peu de la déprime ou pas? C'était plutôt de la déprime post genre euphorie, tu vois? He was asking
if it was more like a little bit depressed after all the euphoria around the main event and all that adrenaline rush, and then everything is like you're by yourself and I think definitely, and I think that euphoria lasted a little bit past the main. So right after the main, I went to Montana, which is like a big mountainous state in the US, and I just hung out by myself for a few days. That was really good. I was still feeling great. Then I had a big party back in Nova Scotia with a bunch of my friends. I even had some people fly in from the States and one guy fly in from Spain. And then we did a big golf trip right after that. And then I think after all that, when it was like, okay, the tournament was done and the whole celebration and like the sort of the unwind was done, then I think I was depressed for at least a few months. Like not like bedridden, but I did not feel great. Definitely. I felt a little bit empty. And then it took me a little while to just get back into normal and realize that like I still love to play poker and find that motivation again. Non, il disait que juste après le main event, il est parti dans le Montana. Donc voilà, c'est des grands espaces verts, des super montagnes et tout, un petit peu tout seul se ressourcer, que ça, il se sentait super bien à ce moment-là. Ensuite, il a fait la fête avec ses amis, ils sont partis faire du golf et tout, c'était bien. Mais vraiment, quand il est rentré chez lui, plus qu'il s'est retrouvé dans la vie de tous les jours, là, il a eu vraiment un passage à vide. Pendant plusieurs mois, il a dit, je ne sais pas vraiment que j'étais déprimée ou quoi, mais je me sentais vraiment... voilà, j'avais pas de motivation, j'étais pas très très bien, quoi. Et du coup, il dit, ça m'a mis quand même du temps à comprendre que j'aimais toujours autant ce jeu, que j'avais toujours autant envie de jouer et à me remettre vraiment à jouer, mais qu'il a eu un vrai passage à vide après ça. Ouais, Là, justement, il a dit qu'il s'était remis vraiment dans le poker depuis 6-8 mois. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y ait eu une situation de pandémie, le confinement et tout ça qui l'a reboosté parce que du coup, s'il s'est mis il y a 6-8 mois, c'était forcément online, quoi. Yeah, because he was saying, like, as you said, you really started playing again and really feeling that you wanted to play like 6-8 months ago. So it was still during the COVID crisis. Everything was like, there was no live event. So did it help actually to only be able to play online to like had that I guess for part of it, we've had very low numbers of COVID in Nova Scotia, so I've been able to play like some live home games and stuff like that as well. But it's been mostly online, and I guess historically I haven't done great online over the last 5 or 6 years. I think my game is better suited for live. I think I'm good with like the live read stuff, and I just enjoy it more live. I like the social aspects, so I think it just sort of suits my skill set better. But there's been some pretty decent games online over, I think because it was a pandemic, you had a lot of people who were just itching to play poker somewhere, so they'd play online. So there was just more volume of players, which just generally is good for games. And I happened to do fairly well for a good portion of that. So yeah, I think it was, I had to sort of like develop better online habits. Since it was never my main game, or it hasn't been my main game in a very long time, but it was kind of refreshing probably to try something different and have something to do during COVID. Non, il disait qu'eux, en Nouvelle-Écosse, ils étaient un petit peu épargnés par le Covid. Ils n'avaient pas trop de cas. Et donc, il a joué pas mal il y avait beaucoup de home games. Il a dit, mais clairement, enfin, lui, à la base, le jeu online, depuis 5-6 ans, c'était pas vraiment son truc. Il n'avait pas eu des super résultats online. Il a plus un jeu de live et il préfère aussi être entouré des gens, l'aspect social live. Et il dit, je pense qu'aussi mes capacités, mes skills sont mieux adaptés pour le jeu en live que le jeu online, mais que c'était assez rafraîchissant finalement de quand même se remettre à jouer sur du online. Il a eu plutôt des bons résultats, il était assez content. Et voilà, ça a permis de développer un peu un nouveau jeu et voilà, de travailler sur de nouvelles choses. Donc, il a dit que finalement, il avait bien aimé se remettre au live et que de ce côté-là, ça l'avait aidé, ouais. And I remember, I think it was concerning the main event, Benjamin Pollack, I guess you know him. I remember he said when he was here with us in the studio that there is a real strategy when you deep run the main event to like go really deep until the final places when you're like 200, 300 players left. And that there is a real strategy you can work specifically for the main event. So I don't know if you like agree with that. What could you say about that? Yeah, maybe to an extent. I think that
I think that if you have a lot of chips from, say, bubble day, which is day 3, usually, some that used to be day 4. But if you have a lot of chips from like the middle of day 3 on, and you're typically like from that point, if you're the biggest stack or the second stack at your table, you have a lot more power than you would in a normal tournament. And you have a lot more people who are just playing to make the money and then playing to move up the ladders and playing to just hold on to their tournament life. And especially if those players think that you're one of the tougher players, then you can use that to your advantage and you just get away with more opens. I mean, the easiest way to make chips in tournaments is just to raise and steal the blinds. And like, that's the fact of the matter is, if you play like a tough tournament online or just any tough tournament in general, it's not that easy. You can't just make these really loose opens, because people they'll play better post flop. They'll 3-bet you more. Like they're just not going to let you like raise king 7 offsuit in the hijack. But if in the main event, there's a lot of situations where you can raise king 7 offsuit in the hijack because players are playing a lot more defensively. And I think table draw is big. I mean, but there's still like a huge luck element. I mean, I got very lucky with like 22 people left on day 7. And if I didn't win there as a 10% to win the hand, then I would not have made the final table. So I think there's some truth to what he's saying. And I think that it does play differently. It's a different dynamic. It's obviously an incredible structure. It's 2-hour levels and average stack's always around 50 big blinds. So I think if you're good post flop and you're able to sort of understand how people are adjusting and trying to last as long as possible, then definitely if you have chips, you have some opportunities in this tournament you don't have in other tournaments. Non, parce qu'il disait, c'était Benjamin Paula qui avait dit qu'il y avait une vraie stratégie à développer qui était vraiment spécifique au main event par la structure extraordinaire du main event avec voilà, des blinds toutes les 2 heures. L'average, il est environ tout le temps à 50 big blind, donc c'est quand même énorme. Et il a dit que contrairement aux autres, la bulle généralement c'est donc à la fin du D3, un truc comme ça. Et il a dit que contrairement aux autres tournois, bon, dans tous les tournois, les gens ont tendance à jouer plus neat quand ça approche de la bulle, etc. Mais qu'au main event, c'est encore plus. Donc, on peut encore plus voler voilà, avec des mains très moyennes que dans n'importe quel autre tournoi, en fait. Et donc, si on a beaucoup de jetons quand on arrive vers la bulle, c'est là où les gens ont tendance à vraiment complètement arrêter de jouer. Et même dans les premiers niveaux des payouts aussi, parce que la plupart des gens sont vraiment juste en tête de faire l'argent. Et c'est leur tournoi de l'année, quoi. Voilà, gratter quelques paliers et tout, etc. Et donc, du coup, il dit on peut vraiment beaucoup plus voler, beaucoup plus ouvrir sur des mains voilà, vraiment moyennes que dans n'importe quel autre tournoi. Donc, si on a... Il dit, mais après, bon, comme d'habitude, il faut vraiment de la chance. Il dit que lui, il a eu énormément de chance quand ils étaient à 22 left. Que voilà, qu'il avait gagné un coup, il avait 10% de chance, et s'il n'avait pas eu ce coup-là, il ne serait jamais retrouvé en table finale. Donc il faut aussi cette part de chance, bien évidemment, mais qu'on peut beaucoup plus développer une stratégie de vol agressif. Ouais. And yeah, at the final table, you play quite. You said in an interview you were playing quite fast. More like a cash game style. So can you tell us more about that strategy and why did you choose to do that for your opponents? Yeah, I mean, I wouldn't even I guess there's some strategy to it, but I wouldn't even say it was conscious choice to employ a strategy. It was more just that's how I always play. But I do think that it has some effects. Like people are used to, they get to tank and then they get to wait for you to make your decision and they get to think during that. And when you kind of like make a quick decision, it's back on them quickly. They're not expecting it. I think there's some benefit there probably, but I mean, I think people frankly waste a lot of time in tournaments. Like sometimes you actually have to think and you have a decision. Other time people are just doing it for the cameras, or they're doing it because they think they're going to get more folds, like by always taking this time. And I think it's just really bad for the game. I think poker needs people to play faster to be more fun. I mean, look what's happening with chess, like where a lot of the top tournaments now are faster time controls and they're moving from live chess, which is always like very slow, to online chess. And whereas poker, it seems like it's getting longer and longer. People are tanking longer and longer. So I don't want to be a part of the problem. So, and I don't know, I've always played on the quicker side. Okay. Non, parce qu'il disait que sur la table finale, il avait joué particulièrement plus vite que les autres joueurs, un peu plus voilà, comme un style de cash game. Donc, je me demandais si c'était vraiment une stratégie de sa part, pourquoi il avait choisi ça. Il a dit que c'était pas
tellement si stratégique que ça en fait partie aussi, mais que lui, il a toujours eu tendance à jouer comme ça assez rapidement. Et aussi, ça laisse aussi moins de temps de réflexion pour ses adversaires, puisqu'ils ont l'habitude de se dire que ça y est, j'ai pris ma décision, l'autre va réfléchir pendant longtemps, donc pendant ce temps-là, ils réfléchissent, tandis qu'en faisant une action rapide, ça revient tout de suite à eux, donc ils ont moins le temps de réflexion. Et donc, ça pouvait être intéressant aussi de choisir de jouer comme ça, mais que de manière générale, il n'était pas trop pour que le jeu se ralentisse comme ça, parce qu'ils disent... Malheureusement, au poker, j'ai l'impression que l'action, elle a tendance à ralentir. À l'inverse des échecs, par exemple, où ils font beaucoup plus des parties rapides. Donc, avec les échecs online, etc., il y a beaucoup plus ils essayent d'introduire des parties plus rapides. Et que, voilà, au poker, il y a tendance à avoir l'effet inverse et que ce n'est pas du tout bénéfique pour le jeu. Donc, de manière générale, il n'est pas pour prendre 15 ans. Il a dit, j'ai l'impression qu'effectivement, des fois, il y a des actions qui méritent beaucoup de réflexion, mais que dans une grande partie du temps, les gens, ils font ça pour les caméras, pour se donner un genre. Ils achètent du temps d'antenne, quoi. Ouais, Après devant lui, est-ce que c'est pas demandé parce que notamment en TF du Main Event, il y a plein de sponsors, tu sais. Alors est-ce que c'est pas un petit peu à cause de ça aussi, tu vois? Okay. Yeah, he was asking specifically for the Main Event table, also with all the sponsors and the TV, the fact that it's streamed. If like people also like demand that kind of like taking your time to think, because it's more like a TV. It's better for the TV, like. Yeah, maybe for advertising. Yeah. I don't know. That was never like something that even crossed my mind. I just was playing my game. But maybe people think that that's good, and they have their patches and they get more TV time that way. Or, I mean, I didn't have any patches either, so. Okay. No, it's not your problem. Yeah, exactly. It's not my problem. Voilà, vraiment pas quoi. And do you play also a lot of cash game? Yeah. What's the part of cash game in your like career? Primarily, I play PLO cash. Okay. And today, do you still like do it a lot, or you're trying to focus more on the Hold'em tournament? Almost nothing on Hold'em tournaments. Honestly, I don't play Hold'em tournaments very often at all. I love the Main Event, and I mean, obviously, I have good reason to now. But I mean, I've always loved the Main Event. I've played it 9 times. I think it's just such a great tournament. So fun, just like socially, just talking to people. Everyone's so excited to be there. So I'm never going to skip the Main Event. It's an awesome tournament. But I don't really love Hold'em tournaments in general. I really like mixed game tournaments. So this year's World Series, I'm planning on playing like a lot of the 10K mixed game events and the 1500 mixed game events. And I'm sure I'll play a few Hold'em tournaments and a few PLO tournaments. And then for cash games, I mostly just play PLO and a little bit of mixed. I love mixed. I mean, mixed games to me might be the most fun form of poker, but I'm probably the best at PLO. So, and then Hold'em at this point, like the players have just gotten so good that I haven't put in the time to be competitive in like tough Hold'em games, really. Ok. Non, il disait qu'à la base, lui, c'est plus un joueur de cash game, notamment de Omaha. Donc, il a toujours aimé l'Omaha et il joue beaucoup de cash game en Omaha. Donc, finalement, il ne joue pas tellement de tournois que ça. Le Main Event, parce que, bah oui, il adore le Main Event et qu'il a eu des bons résultats au Main Event. Mais que ce n'est pas du tout la forme de poker dans laquelle il s'investit. Et que là, pour les prochains WSOP, il va principalement jouer tous les mix games, les 10K. C'est vraiment la forme de poker la plus fun qui soit, c'est les mix games. Mais celle dans laquelle ils sont le plus à l'aise, c'est le Omaha, et ça a toujours été le Omaha. And yeah, about your poker journey, I remember I interviewed Jason Kuhn like 1 year ago, and he told us that to boost your bankroll and play higher buying, at some point in your career, you need to take shots. That it wasn't really an advice he was giving, but he was saying if you really want to go to the higher level, it's to step up. Like you need to take the risk to lose your bankroll and like go in a really good game. So to take some shots like that. So what's your opinion about taking risks, and did you do that too? Yeah, I think there's probably truth to that. I think that if somebody who's too comfortable at whatever stake they're playing is probably not going to make a ton of progress, because you'll see a lot of guys like at any level, you'll see them like very consistently beat a game for a long time, but they're too scared to jump into the next tier. And so what happens is
not only are they not giving themselves an opportunity to make more money, but they're also in a softer player pool. So they're actually like reinforcing habits that are not going to work at a higher level. They're getting good at beating their pool, but they're not actually getting good at poker. But I mean, I think this is different for everybody. I think it depends what your goal is within poker. Not everybody wants to be like the best poker player in the world. Not everybody wants to make tons and tons of money. Some people just want to like have that steady grind or whatever it is. For me particularly, I've definitely taken some shots. I've definitely like lost big chunks of my bankroll at various times. And my goals have changed and evolved as time's gone on. And I've had different things that I focused on. Like right now, like once they announce the full World Series schedule, my goal is just going to be, and I should be doing this already, but for some reason, like I just want to see the schedule. But my goal at that point is going to be to get really good at the mixed games that I think I'm weak at right now. So I bet I can go play all those 10K tournaments and like at least compete in them. But I mean, I think that, yeah, you need to be open to taking shots for sure. And like, I think if you also need to recognize like when's a good time to take a shot. Like if there's a really soft game, like, yeah, you should be looser with your bankroll requirements than you would be in like the regular tighter games you play all the time. Mm-hmm. Non, parce que je lui demandais, quand on avait interviewé Jason Koon, il avait dit que lui, ce qui l'avait aidé à monter de buy-in, c'est qu'il avait pris, voilà, qu'il était allé sur des grosses tables, enfin, qu'il avait risqué sa banque. Beaucoup de risques, ouais. Partie. Il a dit, c'est pas nécessairement un conseil que je donne aux gens, mais que si tu veux vraiment aller à un moment donné jouer les plus gros buy-in et booster ta bankroll rapidement, il faut prendre des risques et il faut aller voilà, prendre des shots sur des plus grosses parties, quoi. Et donc lui, de ce point de vue-là, il était plutôt d'accord. Il dit, bon, après, il faut savoir choisir aussi les parties dans lesquelles tu vas participer. Il faut bien évaluer les risques et si tu as vraiment un intérêt à y aller, quoi. Mais que tu peux effectivement être plus open sur ta bankroll, risquer plus gros si tu vois qu'il y a vraiment une opportunité à prendre. Que lui, en fait, ça lui était arrivé dans sa carrière. Bon, il avait perdu aussi des fois des grosses parties de sa bankroll sur des shots comme ça qu'il avait pris et ça ne s'était pas bien passé. Mais que, ouais, il était plutôt d'accord avec ça. Il dit que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans leurs limites et qui deviennent très, très bons dans leurs limites. Et du coup, ils s'en contentent. Ils peuvent très bien gagner leur vie là-dedans. Mais du coup, ils ne deviennent pas spécialement bons au poker. Ils deviennent bons à ce niveau-là. Et du coup, ça ne leur permet pas vraiment de développer un jeu qui va être gagnant sur des parties plus hautes, en fait. Je ne sais pas si j'explique ça bien. Mais tu deviens très bon sur une certaine limite, mais ça ne fait pas toi un bon joueur de poker. En fait, tu ne travailles pas ton jeu pour autant, quoi. Parce qu'il faut sortir de sa zone de confort. You have to get out of your comfort zone to make progress. I think that's true. I think it's kind of interesting because I think that sometimes you do need to find a way of playing poker that suits your own game and suits your own comfort zone. And like, that is important. But I also think that like to really make progress and be one of the best, you need to get out of that comfort zone and then expand, be comfortable with more than you're currently comfortable with. So it's kind of like, I mean, I have some friends who I think they're too comfortable with like the way they play and the games they play and the style they play. And they've sort of found the best way to play that style to make money right now. But yeah, they're not going to take it to the next level. So yeah, I agree with that. Ouais, c'est ça. Il disait qu'il faut c'est important de développer son jeu et de connaître quelles sont la variante, le style de jeu dans lequel on va être le plus à l'aise. Et voilà, de connaître, de développer ses habilités là-dedans. Mais c'est important aussi de sortir sa zone de confort et de prendre des risques ailleurs. Et il dit il y avait pas mal d'amis qui sont très, très bons sur les parties dans lesquelles ils jouent. Voilà, qu'ils ont développé des habitudes, ils ont développé un style de jeu qui marche très bien sur les niveaux dans lesquels ils jouent, mais que du coup, ils ne changent pas leur jeu et qu'ils ne sont pas capables d'aller sur des niveaux supérieurs, en fait. Du coup, ils restent un petit peu, ça te bloque aussi, en fait. Ouais, ça te capte. Ouais, voilà, pour les prochains WSOP, ils voulaient vraiment développer, travailler sur des mixed games dans lesquels ils se sont plus faibles pour participer à toutes les variantes et tous les gros tournois qu'il y aura sur les prochains WSOP. And also there is a lot to say about the life as a poker player. And I've read that you said you wanted to write a book about the player lifestyle. So how is that project going? And what so I've been talking about wanting to write a book for a long time, and it's embarrassing. I haven't really done much with it. So I feel like this is something I need to do, and I know I need to do it, but I've just been like
sometimes just lazy and procrastinating, or then other times I have other stuff that's keeping me occupied in life or other projects I'm working on. But I do want to do that. I think it's mostly going to be a book just about like the experiences I've had in poker from a perspective that everyone can enjoy and find interesting. So yeah, like the lifestyle, all the stuff like the Airbnbs you rent with the poker guys, and the little side gambling games we do, because I think it feels second nature to anyone who's been around poker for a while, but it's very like interesting probably to a lot of people who are not in the gambling world. Non, parce qu'il disait que ça fait un moment qu'il parle, qu'il veut écrire un livre, donc il dit que ça commence à devenir un petit peu gênant, parce que ça fait vraiment longtemps que j'en parle et que je me suis toujours pas vraiment mis. Voilà, pour diverses raisons. Des fois, j'ai rien envie de faire et d'autres fois, je suis prise par d'autres projets, mais du coup, ça prend beaucoup de temps. Mais qu'il aimerait vraiment écrire un livre plus sur ses expériences à lui. Il dit parce que ça reste un style de vie hyper intéressant, la vie d'un joueur de poker. Donc, voilà, sur tous les voyages qu'on fait, un petit peu tout aussi les side bets et tous les trucs autour du poker qui sont pas tout à fait normaux pour les gens, enfin, dans la vie normale, mais qui, quand on est habitué à être tout le temps entouré de joueurs de poker, il y a tout le temps plein de choses comme ça qui se passent, et c'est assez intéressant d'écrire un petit peu toutes les expériences qu'il a connues par rapport à ça. There was a book like this, like Shipito Olabala. I don't know if you read. Yeah, he wrote a book about this. Yeah, it was. Comment il s'appelle celui? Shipito Olabala, ShiShi, c'est qui? Oui, c'est Andrew Roble? No. Yeah, Andrew Roble. It's he spoke about his life as a young grinder with a lot of money, with a friend who's got a lot of money, making a lot of prod bets, and it's been written like 10 years ago, 15 years ago maybe. So there hasn't been anything in a while that I know. No, nothing. It's like 2K14, the books. Oh yeah? Yeah. Oh, that'd be interesting. I wouldn't mind reading that. It's fun because like he's with Der Tom Dwan, like his roommate, or not his roommate but his friend, and it's like good just to, like good to see you, big cash game, and he's made a lot of money in poker, I think. That's the life of the old school high stakes player, like in well, I think he's just got into so many good private games and stuff too. Like he's just like one of those people who, and because you don't even hear his name now, but he's just made so much money in poker, like just from like being good at an early time and networking well and all that, I think. Yeah, because that's the kind of story we really like here. So I've seen you talked about that many times in interview, but you lost 40K a long time ago. I knew you were going to ask that. Obviously, because of beer pong, which was more than you had at the time. So what happened and why? Okay, so I got to, it was a classic like World Series house that you rent. I mean, this was before Airbnb maybe, but it was, same idea. And there was a guy there who was clearly one of those guys who's just good at everything, like good at all these games. And he was just hustling me out of like $100, a couple $100 here and there as the summer went on. But he told me at the beginning, he basically said like, if I beat you out of a lot of money, like we can settle for less, like, because I think he knew he was getting the better of it. So he wanted to make sure I'd keep betting with him. But I had some self-control issues at the time. So we started playing beer pong, and the first couple of games were $100 a game or $200 a game. And then we did one of the, we just kept doubling and doubling. and just like, we started playing bigger and bigger games. And then at one point it all happened in one night. At one point I was stuck $32,000. $32,000. 32,000. I don't know how it got that high, but we did this one really high stakes game where we bet. Me and my teammate were risking $8,000, or I was risking $8,000 to win $24,000. So I was going to be either stuck 40 or only stuck 8 if I won the game. And we had a big lead in the game. And then I think we got all their cups, but we still had 3 cups, but they had the chance to get those 3 cups to send it into overtime. And his teammate missed. So he had to make 3 cups in a row just to send it into overtime. He made the 3 cups in a row. And then in overtime, he like made all the cups, and it was just, I was 22 maybe. I think I was 22 years old, and that was very like devastating. I ended up down.
40K to him at the end of the summer, but I think I settled for between 10 and 15. Which like he told me we were gonna, but I had like 17K to my name, so this was non, parce que donc il a perdu 40K en fait en jouant au beer pong. C'était une des premières années où il était au WSOP. Ça a commencé à $100 la partie. Ouais, il dit que c'était une maison typique voilà, entre joueurs de poker, et donc il y en avait un qui était bon à tous les jeux, et donc il était tout le temps en train de le pousser à parier avec lui et tout. Mais il lui avait dit, ok, si tu perds, on pourra toujours s'arranger et tout. Donc voilà. Mais donc bref, ils avaient commencé à jouer au beer pong $100, et à chaque fois ça augmentait 200 machin, et il faisait que doubler à chaque fois. Et il dit en une soirée, et à un moment donné, il s'est retrouvé down de $32 000. Et ensuite ils ont fait genre un dernier jeu. Donc c'était soit il risquait $8 000 de plus, mais il pouvait peut-être se refaire, ou alors il perdait $8 000 de plus en fait. Enfin, il risquait 8 000 pour gagner 45 000. Pour gagner 24 000. Et donc du coup, ils l'ont fait. Et ils ont dit au départ, on était devant. Et je sais pas, c'est arrivé avec les trois derniers verres. Et il a tout enchaîné. Il a tout enchaîné. Il dit la seule façon qu'il avait gagné, c'était de faire les 3 à la suite. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, il était complètement dévasté. Il dit c'est terrible. Il dit de toute façon, en plus, moi, j'avais que $17 000 à l'époque sur mon compte. En fait, c'est tout l'argent que j'avais, c'était ça. Donc, on a trouvé un arrangement. Ils sont arrangés ils ont divisé en 2 et tout. Et il dit, j'avais 22 ans à l'époque. C'était un de mes premiers Vegas. Enfin, il dit, c'était, I hope the beer was good also. No, obviously not. It was like Coors Light or I don't know. You never drink good beer when you play beer pong. Yeah. But what about today? Did you really improve your technique at beer pong, how to choose the re-rack and everything? I might be slightly better. No, I don't think I'm even better at beer pong. I'm probably better at not making stupid prop bets against people who have big advantages. So that's more important. Non, il disait qu'il n'est pas spécifiquement meilleur aujourd'hui au beer pong, mais il est meilleur en fait de pas s'investir. Prends moins de bêtes à la con. Donc, voilà. And yeah, because I don't know if you know, there is a famous Winamax tournament in Europe. Comment ça s'appelle? Winamax Beer Pong. Le Winamax Beer Pong Event. Oh yeah. C'est ça? And c'est pendant le Sismix. In every Winamax event, we have a beer pong tournament. Really? Oh, that's cool. So and so it's like during it's a standard series, like live series of poker, and in every series they had a beer pong tournament, and it's always the funniest. And it's the best tournament to win. There's not many casinos in France now, though, right? No, it's not in a casino. It's in they France. Don't do it in France. No, it's in Barcelona or Dublin. Okay, so basically, like the casino life in France it's kind of gone downhill in the last 10 or 15 years, right? And now the poker is okay, because in Paris we have some clubs now. Okay, so we can. I've been to one of them. It's like Pierre Charon, Barrière, Montmartre. It's like 10. Il y en a 10, c'est ça? 8? 8 clubs in Paris. Exactement. Entre ceux qui font pas de poker, c'est ça. But for some times it was completely done in Paris. Specifically, everything shut down. But now they reopened 1 year and a half ago. They had legislation to be able to reopen again. So it looks really nice now, and they want to do big tournaments and big events in the future. Yeah, I played a tournament series in Paris. I don't remember the name of the casino. It was one of the smaller ones. The Aviation Club? L'Aviation Club de France? It wasn't aviation, no. Okay. Bah, in Anguin-les-Bains? Maybe. The WSOP Europe, they did it once. Yeah, they did that once in France too, yeah. And another fun fact, it's a really cool story that I wanted to share with the people, is that you made the best wedding gift to one of your friends, but you didn't know before. So can you tell us the story? Because I'm sure they're going to really like that. Yeah, I've got a friend who was getting married in September 2018. And
I honestly think what happened is that I just like didn't remember to get him a gift leading up to it. And then I got there and I was like, I need to get him a gift. And like, I could have just given cash, but I said, I know he likes to gamble. So I offered 1% of my action in the main event for 2019 instead. But I left a caveat that like, if the wife, because I don't know what she, I said, if they want, they can redeem it for $100 US cash instead, which is like the value of 1% of the main event. So he ended up getting 40,000 for, well, they ended up getting 40,000 for having that 1% free roll. So that was pretty cool. They must have been really like cheering for you, looking at the TV. Oh yeah. And, Oh yeah. Yeah. That was pretty cool. And he's actually got, the newspaper clipping that they did a story on that. And he's got that clipping up like in his house framed. So, cool. C'est génial. Bah oui, parce que donc il allait au mariage d'un de ses amis, il s'est rendu compte qu'il avait oublié d'acheter un cadeau de mariage, c'était un petit peu au dernier moment, et c'est son ami, il aime bien gamble, et donc du coup il s'est dit, bon, je vais lui offrir 1% de mon futur main event, donc c'était celui de 2019, où il a pris donc 4 millions, et donc il a dit, soit vous pouvez prendre le 1%, soit je vous donne $100, vous choisirez quoi, et donc vous gardez les 1%, et donc il s'est rendu compte que voilà, il était en train d'y prendre le main event quelques mois plus tard, et du coup tout le monde était devant la télé. Ils ont même fait un article dans les journaux sur ça, donc au final ils ont pris 40K, donc c'était plutôt le beau cadeau. Nice. C'est bien joué, parce que nous si on fait ça, ils prennent 0. Parce qu'on le joue pas déjà. Parce qu'on le joue pas déjà. And yeah, so like, what are your goals now? Do you have other projects besides poker you're working on, or you're really trying to focus on your game now? A little bit. I have a couple of investment properties, like real estate properties. So always trying to make those better and like learn that process. I recently invested in a restaurant in Halifax that's reopening. That's kind of just a hands-off passive investment, but it's a fun thing to have. And then I want to write this book, but I've been really bad about that. And then poker, I want to, like I said, get better at the mixed games and be competitive in the big buy-in tournaments and the mixed games in the World Series this year, and certainly getting better at PLO as well. So yeah, I guess I've got a fair bit going on in terms of like things that are keeping me busy. Yeah. Non, parce que je lui demandais au niveau de ses projets. Donc, il a fait pas mal d'investissements dans l'immobilier. Il a investi aussi dans un restaurant, donc là où il est à Halifax. Et que ça, et puis le fait qu'il a vraiment envie de s'améliorer dans les mix games et de travailler son jeu en Omaha. Donc, il dit qu'il a pas mal de projets quand même qui le tiennent occupé. Et puis, voilà, enfin se mettre à l'écriture du livre aussi, ce serait une bonne chose. Donc, voilà, il a plutôt des projets, ça se passe bien, quoi. Okay. And, yeah, last... Ah oui, ok. Vas-y, non, il y a eu une petite question sur le forum. So it's a sport question. So you're Canadian, so I suppose you like NHL? Honestly, I'm not as big of an NHL fan as some other Canadians, but my team would be the Toronto Maple Leafs. Okay, so the question is for a member of forum. It's which player do you prefer, Nathan McKinnon or Sidney Crosby? I've got to go Sidney Crosby because he's from where I'm from. He's from basically Halifax area, so he grew up about 25 minutes from me. So Sidney Crosby. What kind of sports are you cheering up? Golf is for sure my favorite, both to play and to watch and follow. So, and golf is not good for prop bets. Golf is dangerous for prop bets. Yeah, no, it is. But you don't like just small ball in one hole. It's not your thing. No. What's not my thing? No, it's not just thing to throw a ball in. Yeah. Exactly. Yeah, no. Okay, I love you're a golf. golf guy. Okay, I'm a golf guy for sure. Like I love watching golf. I love playing golf. I try to play golf 2 or 3 days a week. So yeah. Oh, okay. And last question. You went on vacation in Europe when you were still a student, and so I've read that you ended up quitting your study to travel in Europe for a few months. Yeah. So what did you like the most in Europe? What was really different for you from the Canada? Yeah, so that was a big moment in my life because I was planning on going back to school and I was planning on just going to Europe for a week right before school. And I flew into Rome. I was 4 days in Italy. I did 2 days in Paris, and then I did 2 days in Amsterdam.
and I liked Italy and I liked Paris, but I really liked Amsterdam. Like it was just I think I still have Amsterdam as one of my favorite cities in the world. I agree. I agree. Yeah, it's just so like the canals and like the people and the parks, and it's just so cool. Like the lifestyle there, like I don't know, very, very cool city. So kind of fell in love with Amsterdam, and I got really drunk the night before my flight, slept through the flight, and then had like this big sort of moment where I had to decide if I was going to try and get on another flight and go back to school, or just stay there with my friends who wanted to stay for 3 months or stay for a period of time. We ended up staying for 3 months, and I never went back to school. So it was a big crossroad in my life. Yeah. Yeah. Ouais, non, donc il avait fait, donc il était parti, il devait partir juste une semaine en Europe avant de retourner à la fac, en fait, en gros. Et finalement, il est resté plusieurs mois. Et d'abord, il était à Rome, ensuite, il était à Paris, mais c'était vraiment Amsterdam où il a eu un gros coup de cœur. Et il était complètement bourré la veille du vol, il a raté son vol, et ensuite, il devait prendre la décision, est-ce que je prends un autre vol et que je retourne à l'université, ou alors est-ce que je reste avec mes potes voyager en Europe? Et il n'est jamais retourné à l'université. Voilà, ça, c'est plutôt pas trop mal passé pour lui, quoi. Ça aurait pu être pire. Yeah. So it did turn out well for you at the end. Yeah, I'm happy. I'm happy with the decision. Yeah. Exactly. So yes, thank you very much. It was Thank really you very much. Thank you very much. Absolutely. Merci beaucoup. I enjoyed it. Yeah, we wish you good luck for the mixed games at the next WSOP. Yeah, it was nice. And so you agree? You give us 1% of your next main event. We'll have to talk about that. I appreciate. Okay, thank you very much. Bye, Alex. Bye. Bye, Alex. Bye. Thank you very much. Okay. Bah, top. Voilà. Top, Gaël. Encore une personnalité très sympa à découvrir. Il a l'air de faire 2 mètres. Il est grand ou pas? Je sais pas trop. Ouais, il fait grand en tout cas. Ouais, je sais pas pourquoi il fait grand. Il fait grand, beau gosse. Et ouais, mais tu sais que moi, on m'a toujours dit aussi, et je le suis pas, donc tu vois. Bon. Toi, t'as toujours dit que tu fais grand. En vidéo, on me dit que je fais grand. Alors moi, je comprends pas, mais on l'a déjà dit plus tard. J'ai dit non, mensonge. De toute façon, tout est rigged online, il faut le savoir. Tout est rigged. Ne croyez pas ce que. Bon, en tout cas, un énorme dégène du beer pong, ça fait plaisir. Ouais, c'est très cool. L'histoire de beer pong, je la trouvais assez folle. Perdre 40K. Surtout quand t'as 17K de bankroll, c'est chaud de perdre 40K. C'est ça. Ne faites pas ça chez vous. Enfin, jouez au beer pong. Non, ne faites pas ça chez vous, faites ça chez moi. Oui, voilà. Venez jouer au beer pong. Ah, je suis chaud là pour les prochains tournois. Ouais, attends, quand ShiShi joue au beer pong, les mecs ils parient des trucs et après ils payent pas. Ouais, non, ça c'est vrai qu'on s'est fait scam, les gros bâtards là. Putain. Ouais, bon, bref. Eh ben écoute, merci beaucoup Gaël, c'était top. Tu vois, c'est bien passé. Bah, très, très bien. Et je suis soulagée. Et voilà, tu vas pouvoir aller profiter de la piscine. Exactement. Ouais. Et ben, profite bien. Et ben écoute, profite bien. Nous, on va aller. Ça va, il fait 30 degrés, nous aussi, ici. Donc on profite. Il fait pas 30 degrés, elle, à mon avis. 30 degrés, c'est l'hiver, toi? Non, il fait 30 degrés, toi. Là, parce qu'il y a un petit. Combien il fait, Gaël? Oh là, je sais pas, 32, je dirais. Ah, 30. Juste pour te faire chier. Après, c'est juste plus supportable chez elle que ici, quoi. Bah, parce qu'il y a la mer. Notamment, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas faux. Et les cocktails, et c'est vrai. Le reste. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup Gaël. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Tu as déjà ton invité? 3 émissions. Il nous en reste 3, exactement, dont 2 en live. Plus. Non. Il nous en reste 10. Attends. On est le 10. Il y a le 17, le 24, le 30, le 7. À 4 émissions, dont 2 en live. Les 2 dernières en live. 2 en live et 2 chez nous. Ok. Bon, bah, très bien. De toute façon, on t'a déjà dit que pour la dernière, on voulait Doug Polk. Donc, bah oui, mais travaillez-y aussi. Non, mais nous, on ne peut pas. Moi, je ne peux pas. Je peux pas. Je vais essayer de relancer. Je vais lui renvoyer un message, il ne m'a pas répondu. Je vais renvoyer un message. Je vais relancer aussi de mon côté avec des gens qui connaissent. Ou Join Graham. Join Graham, c'est pas mal aussi. Ah, Join Graham, très bien aussi. Très, très bon, Join Graham. Très bon aussi. Ça roule. Ok, ça marche. Et ben voilà, Gaël. Des bisous. On te fait des gros bisous. Bonne bronzette. Ciao. Ciao. Et bien voilà, on se retrouve tous les deux. Enfin, j'en peux plus des autres là. Fatigué là. Ouais. Oh là là. J'ai faim en plus. J'ai très faim. Bien mon ShiShi. Très bonne van d'All-Star. Non, je déconne. Joe Instagram, voilà. Tu es ban du. Est-ce qu'on peut ban All-Star du chat, s'il te plaît? Non. Moi, j'ai envie de te. À minuit, je le pardonne. À minuit. C'est vrai.
Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'à cette heure. Exactement. Sur Cache Twitch. Cache 56, des Carmelo. Et tous ceux qui étaient là au début, les Walfi, les Redneck, les règles. voilà, les Dabayer, les celui qui a les gagné. Nolo du Var. Il y en a un qui a gagné un ticket à 10 euros. Oui, je ne sais plus son nom, ça. Et Je je vais peux te plus dire remonter son le nom. chat là. Je peux pas remonter. Bah, Il s'appelle exactement, je vais te dire, il s'appelle, c'était Brio. Eh ben, bravo, il a gagné avec brio. Ah, ça passe. Ah bah ça n'a pas le choix puisque c'est passé. Donc, Je me demande à quand les lives cuisine de ShiShi. Écoute, la cuisine me manque tellement. Mec, je te dis le premier. Enfin, le 30 juin, elle va faire mal et le 7, elle va faire. Le 30 juin, ça va être. Je suis vacciné juste avant, ça va être. Mais non, t'es vacciné le 25, ça va, t'as 5 jours. Non, le 26, mais on m'a dit que c'était très agressif. On verra. De toute façon, je serai C'est là. très agressif, tu sais, quand tu te fais vacciner, mec. Oh bâtard! Tu sais pas où je me fais vacciner, moi. C'est chaud. Moi, je donne une voiture. Moi, j'ai changé ma voiture pour me vacciner. C'est chaud. Bon, bah en tout cas, bonne chance. Et puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Club Poker Radio. Dans une semaine tout pile. Exactement. Et en attendant, allez la France, parce que l'euro, ça commence demain. C'est ça. Échangez pas, restez vous-même. Gros bisous. Ciao. Allez, gros bisous. Ciao.